Bonjour, suite à un problème sur la plateforme YouTube qui n'est pas dépendant de nous, l'application a quelques problèmes pour mettre en ligne le cours en replay. Donc le cours est disponible en direct sur l'application et sinon à partir du site dafayumi.fr qui est consultable à la fois depuis votre smartphone, depuis votre téléphone ou depuis votre tablette. Donc je répète, dafayumi.fr pendant quelques jours encore le temps que la plateforme YouTube répare son problème. Nouveau daf Kouf dans Masechet Ktubot. Nous reprenons la Mishnah qui se situe 6 lignes à la fin du daf Tzadik Tet. Et après avoir parlé des cas où c'est la femme qui vend les biens de son mari défunt pour se faire payer la Ktuba, on va parler des cas où c'est les Dayanim qui vendent ces biens-là, qui estiment et qui vendent ces biens-là et qui se sont trompés. Shum Dayanim, Shepihatu Shtut, Osifu Shtut, Michan Batel. Lorsque c'est les Dayanim qui ont vendu les biens et qui les ont estimés, mais qui se sont trompés dans l'estimation d'une valeur. Ils se sont trompés de plus de 1 sixième. Donc ils ont vendu le bien pour plus de 1 sixième de sa valeur ou moins de 1 sixième de sa valeur au niveau de l'erreur. À ce moment-là, Micham Batel, la vente est annulée. Donc on apprend de là au passage que si l'erreur est inférieure à 1 sixième, eh bien la vente est valable. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag n'est pas d'accord avec Chachamim, il dit Micham Kayam, mais 1 sixième, qu'on appelle Shtut, c'est une erreur importante, eh bien, la vente est valable. Pourquoi? Imken, Makor Bedin y a fait, car sinon, quelle est la force du Bedin? C'est un argument que l'on retrouve assez souvent lorsqu'il y a chez le Bedin une erreur qui en temps normal devrait être une erreur qui pose problème. Eh bien, pour éviter de donner de la faiblesse ou pour donner de la force au Bedin, on a tendance à dire Makor Bedin y a fait, donc du coup on accepte ce qu'ils ont fait même si c'est pas génial. On marque le Rachamim, Ramat Shimon ben Gamliel, si une erreur de 1 sixième annule la vente ou pas. Aval im asugiyat bikoret benehem. Mais par contre, on nous dit la Mishnah, même Rachamim, s'ils ont fait bikoret benehem, c'est-à-dire qu'ils ont fait une annonce qui fait que tout le monde est au courant de la vente et que la vente est quasiment publique, à ce moment-là, afilu machou shave mané. Mataim, au Shave Mataim Bemane, Micham Kayam, même s'ils ont vendu quelque chose qui vaut 100, ils l'ont vendu 200, quelque chose qui vaut 200, ils l'ont vendu 100, eh bien, la vente, elle est bonne à partir du moment où il y a eu une achaza, il y a eu une publication de la volonté de vendre. Donc, on a vu jusqu'à présent que la almana, la veuve, on avait vu dans la Mishnah d'hier, que si elle vendait un bien qui valait 101, si elle le vendait 100, donc même 1 dinar, la vente était caduque, annulée. On a vu que par contre, les Dayanim, selon Chachamim, c'est à partir de 1 sixième que ça pose un problème. Et selon Rashbag, même plus qu'un sixième, c'est bon. Ce qui veut dire qu'à la base, déjà, selon tout le monde, il y a une différence entre l'almana, la veuve qui vend, et les dayanim. La question de la Gemara maintenant, c'est un shaliach, un envoyé, une personne qui est nommée à la place du mari pour vendre. Est-ce que ce shaliach-là, il a le même statut que la femme ou le même statut que les dayanim? Il va y aller où? Shaliach keman, le shaliach, quelqu'un qui est envoyé par un homme pour vendre et qui se trompe. Il se trompe d'une valeur qui est entre 1 dinar et 1 sixième. Si on estime que c'est comme la veuve qui elle aussi est envoyée entre guillemets par son mari, et bien à ce moment-là on annule. Si on considère que c'est comme un dayan, et bien à ce moment-là, tant qu'il n'y a pas 1 sixième, c'est bon selon Chachamim. Et ici on a une marloquette à Moraïm. Tous les deux au nom de Rav Nachman. Rava amar Rav Nachman, shaliar kedayanim. Au nom de Rav Nachman, Rava a dit que le shaliar c'est comme les dayanim. Donc jusqu'à 1 sixième, la vente elle est bonne. Rav Shmuel bar Bisna, Amar Rav Nachman, donc Rav Nachman qui est cité par un autre Rav qui est Rav Shmuel bar Bisna, qui Almana il pense que le shaliach il est comme la femme. Et chacun va donner sa logique. Première logique, Rava Amar Rav Nachman, shaliach kedayanim, pourquoi nous dit Rava qu'au nom de Rav Nachman que le shaliach il est comme un dayan? Parce que ma dayanin, la vledidhu, af shaliach nami la vledidé, la poké Almana de ledidé. C'est quoi la différence qu'il y a entre l'Almana, la veuve et les dayanim? C'est que l'Almana elle vend pour elle. Comme elle vend les biens de son mari pour payer sa ktouba, on ne tolère aucune erreur parce qu'on estime qu'elle peut être enclin justement à faire des erreurs. Donc du coup, comme c'est pour elle, on ne tolère aucune erreur. Mais le Dayan, pourquoi on tolère jusqu'à 1 sixième? Parce que le Dayan, il ne gagne rien à se tromper sur le prix de la vente. Et du coup, nous dit Rava, le shaliach, celui qui est envoyé par un homme pour vendre ses biens, lui aussi n'a aucun avantage, puisque l'argent ne lui reviendra pas dans la poche. Et donc,
on devrait tolérer un sixième comme les Dayanim, donc il a le même point commun qui est nécessaire justement pour tolérer une erreur de un sixième. Rav Shmuel bar Bisna Amar, Rav Nachman, c'est une autre logique. Pourquoi moi je pense que c'est comme une almana comme la femme? Malmana yechida, af shaliach yechid. La Pokébédine, les Rabbi Mino, lui, pense que la force que les Dayanim ont par rapport à la femme, qui fait que les Dayanim on tolère une erreur jusqu'à un sixième, alors que la femme non, parce que les Dayanim ils sont plusieurs. Les Dayanim ils sont 2 ou 3 pour avoir un Bédine. Comme ils sont plusieurs à juger, c'est pour ça qu'on tolère une plus grande erreur. Comme elle est seule, on tolère moins. Et du coup, le chaliar, celui qui est envoyé par un homme pour vendre ses biens, il a le même statut que la femme. Donc ici, encore une fois, une marloquette. Est-ce que le droit d'erreur chez le chaliar, celui qui est envoyé, est-ce que c'est le même que celui de la femme ou est-ce que c'est le même que celui des dayanim? Et en fait, la marloquette, elle est liée à quelle est la raison pour laquelle les dayanim ont un droit à l'erreur qui est plus important. Est-ce que c'est parce qu'ils sont étrangers à la situation, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas l'argent, à ce moment-là, le chaliar est comme eux, ou c'est parce qu'ils sont plusieurs, et à ce moment-là, le chaliar n'est pas comme eux, il est comme la femme. Veilchet al-alacha, chaliar kalmana, que c'est comme la veuve. Object, pourquoi à ce moment-là, si tu dis que l'envoyé, ça marche comme la femme, explique-moi pourquoi dans une Mishnah qu'on a étudiée précédemment, justement dans Masechet Trumot, Tseutrom, celui qui dit à son chaliar, Tseutrom, on a dit hier, on l'a étudié, celui qui dit à son chaliar va et prélève la trouma pour moi. Mais il lui a pas dit combien il veut prélever. On a dit que dans la trouma minatora, il n'y a pas de shiur. Minera banane, il y a 3 shiurim. Un 40e, un 50e, un 60e. Il n'a pas précisé quelle était son intention. Torem kedat balabait. Le chaliar prélève comme ce qu'il estime être l'intention du balabait. Mais Imedodarsi ne sait pas du tout jauger l'intention de son patron. Datoshe balabait. Torem benonit, il fait quelque chose de moyen, c'est-à-dire qu'il prélève un 50e. Echad mechamishim, puis chet asara aussi. Asara, trouma trop trouma. Ici, c'est trompé de 1 dixième. Et c'est-à-dire qu'au lieu de faire un 50e, il a prélevé un 40e ou un 60e, eh bien ça marche. Or ici, s'il prélève, au lieu de prélever un 50e, il prélève un 60e ou un 40e, l'erreur elle est de 1 dixième. Et elle est beaucoup plus importante que le dinar que l'on ne tolère pas chez la femme. On a dit que la femme, si elle vend un bien et qu'elle se trompe même de 1 dinar, c'est annulé. Et le chaliar, l'envoyé devrait fonctionner comme la femme. Or, on voit que jusqu'à 1 dixième, la vente, elle est bonne. Réponse de la Gemara. Atam, kevandika torem, ba'in ra, bika de torem, ba'in yafa. Amarle elachi amatir, avalacha ta'utahu. Amarle, lo ibailach, limit. Et nous dit ici la Gemara que même si de manière générale, dans le cas de vente de biens, pour payer la ktouba d'une femme, eh bien le chaliar n'a pas le droit à l'erreur exactement comme la femme, c'est-à-dire que le moindre dinar permet d'annuler la vente. Ici, dans le cas de la trouma, c'est différent, puisque même si le chaliar doit prélever un 50e, eh bien s'il prélève de 1 40e ou de 1 60e, il peut toujours dire voilà, moi j'ai estimé, ce qu'on a dit que les Khamim ont dit qu'il y avait 3 types de personnes. Celui qui prélève un 40e, le généreux, un 50e, le moyen, un 60e, celui qui est un peu près de ses sous. Et ici, l'erreur du chaliar qui prélève un 40e au lieu d'un 50e, ou qui prélève un 60e au lieu d'un 50e, elle est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien dire, voilà, toi tu es Benoni, mais moi je pensais que tu étais généreux. Tu es Benoni, mais moi je pensais que tu étais près de tes sous. Donc du coup, l'erreur, elle est humaine, elle est compréhensible, puisqu'il y a des gens qui prélèvent un 40e, il y a des gens qui prélèvent un 60e. Alors que ici, lorsque l'on parle d'estimation de biens, le chaliar, il a estimé des biens pour les vendre pour le mari, eh bien, dans ces cas-là, le mari peut très bien dire, attends, mais tu n'es pas trompé, il y a une valeur qui est objective, tu t'es trompé, et donc du coup, tu assumes et la vente, elle est annulée. Donc ici, la Gemara vient nous dire qu'une erreur sur la trouma, tant qu'on est dans les 50e, un 60e, un 40e, c'est une erreur qui est compréhensible. Donc c'est pour ça qu'un chaliar peut se tromper de ce 1 dixième. Mais par contre, lors d'une vente, on estime que le chaliar est comme une almana, comme une femme, et que le moindre dinar d'erreur rend la vente nulle et non avenue. Amar Abuna Bar Bachanina, Amar Rav Nachman, Al-Kha qui dirait Chachamim, maintenant on nous dit que l'Al-Kha est comme Chachamim. Ce qu'on avait vu dans la Mishnah, rappelez-vous, que si le Bedin, les Dayanim, se sont trompés de Shtut, de 1 sixième, eh bien la vente elle est annulée à partir d'un sixième. Et là-dessus, Rashbag disait non, même 1 sixième c'est bon. Et on nous dit que l'Al-Kha est comme Chachamim, qu'à partir de 1 sixième, la vente elle est caduque. Et du coup, l'Agma s'étonne. Pourquoi? Parce que quelle est
l'avis de Rashbag. Rashbag dit non, pourquoi un sixième? En général, shtout, vraiment un sixième, c'est ce qui rend une vente justement nulle et non avenue. Pourquoi Rashbag ne veut pas ici annuler la vente des Dayanim? C'est parce qu'on ne veut pas enlever de la force au Bedin, on veut donner de la force au Bedin. Sinon, Imken en dit, il fait quoi Bedin? En quoi tu peux dire que le Bedin est plus fort que quelqu'un d'autre si finalement, quand il fait une erreur, eh bien, tu lui annules la vente exactement comme n'importe quelle personne qui a fait la vente. Donc, du coup, la Gemara, pour l'instant, a l'impression que si on prend la lacha comme Chachamim, si Rav Nachman dit que la lacha est comme Chachamim, c'est-à-dire que Rav Nachman ne pense pas cette zvara là de Makor Bedin a fait, qu'on ne donne pas de force au Bedin. Et la Gemara objecte, parce qu'on sait très bien que Rav Nachman, c'est lui qui pense comme ça. Vélit, les Rav Nachman, Makor Bedin a fait quoi? Rav Nachman, il ne veut pas accorder artificiellement une force au Bedin. Veha, Rav Nachman, Amar Shmuel, pour ton aïe non, Shmuel, qui est Tomim, Shevaou la Halog, Ben Yersa Vihen. Bedin, Ma'abinim lahem apotropos, ou Borerim lahem Helek Yafé. Lorsqu'on a des héritiers qui viennent ici partager les biens de leur père, l'héritage de leur père, et qui sont trop jeunes, les enfants, pour choisir la part d'héritage, quel terrain, quel truc, on leur nomme des tuteurs, et ces tuteurs-là vont à leur place choisir le terrain qui leur va la partie de l'héritage. Et Gdilou, Yecholim Limchot. Lorsqu'ils grandissent, par contre, eh bien les enfants peuvent dire non, attends, vous m'avez mis un tuteur, ce tuteur il m'a choisi un terrain, mais moi, je n'aurais jamais choisi ce terrain, donc ils peuvent éventuellement remettre en cause. Et là-dessus, Rav Nachman a dit, Rav Nachman disait lui-même disant son nom, que Amar, Igdilo, En Yecholim Limchot, Imken, Makor Ben Yafé. Rav Nachman, il a cité au nom de Shmuel que les enfants qui ont eu un héritage qui a été partagé par des tiers, par des tuteurs, peuvent revenir. Et Rav Nachman lui vient dire non, on ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce que sinon, quelle est la force que tu laisses au Bedin si finalement, lorsqu'ils font des choses, les protagonistes peuvent revenir sur la décision. Donc on voit que c'est Rav Nachman qui, en général, a tendance à blinder la force du Bedin et à faire en sorte que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, a un effet, malgré tout. Donc comment il est possible que Rav Nachman dise ça pour les Yitomim et que chez nous, lorsqu'il y a une vente qui a dépassé une erreur de Shtout, eh bien, Rav Nachman pense que la lacha est comme Chachamim, qu'on annule. La Gemara dit Lokasha. Ha de ta'u, ha de lo ta'u. La Gemara dit c'est différent. Après la même réponse qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que lorsque Rav Nachman dit que l'on donne la force au Beddin et qu'on n'annule pas ce que le Beddin fait, c'est parce que là-bas il n'y a pas eu d'erreur. Lorsque les tuteurs ont partagé les biens, il y avait un héritage d'1 million d'euros en terrain, et bien chaque tuteur a pris les 10% que chaque enfant devait prendre, on va dire par exemple, et bien il les a donnés à chaque enfant. Il n'y a pas eu d'erreur d'estimation, simplement, il a donné ce terrain-là, et finalement, cet enfant-là, il aurait peut-être préféré un autre, mais il n'y a pas eu d'erreur. Donc on peut comprendre que Rav Nachman dit, voilà, comme il n'y a pas eu d'erreur, je ne veux pas que chacun puisse annuler la décision du Bedin, parce que ça enlève la force au Bedin. Mais là, dans ce cas-là, c'est le Bedin qui s'est trompé, et qui s'est trompé de plus que Shtout. Déjà, quand en général on a dit un chaliar ou une femme, dès le premier dinar, on annule tout. Le Bedin, déjà, on va jusqu'à Shtout, mais dépassé Shtout, il n'y a pas de honte à dire que le Bedin s'est trompé et qu'on annule. Alors, moi, dit, attends, si tu dis que dans le cas des Yitomi, des orphelins, il n'y a pas eu d'erreur, explique-moi pourquoi, selon Shmuel, on peut revenir sur la décision. Mais Mayacholim Limchot. Alors, moi, dit Beruchot. Les Ruchot, c'est justement les coins, c'est-à-dire il y a plusieurs terrains. Chacun a choisi les terrains qui sont à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Eh bien, même si chacun a eu la valeur qu'il devait avoir dans l'héritage, les enfants peuvent dire voilà, moi si j'avais choisi, je n'aurais pas pris les terrains qui sont de ce côté-là, j'aurais pris ceux qui étaient de l'autre côté. Donc encore une fois, on n'a pas ici d'objection à Rav Nachman, on peut très bien penser, Rav Nachman peut très bien penser que chez nous dans la Mishnah, une fois que le Bedin s'est trompé de plus que Shtout, eh bien on annule, et on n'a pas besoin artificiellement de blinder la force du Bedin, alors que dans un cas où c'est pas une erreur, c'est en tout cas les tuteurs qui ont choisi quelque chose qui finalement ne plaît pas aux héritiers, eh bien Rav Nachman dit qu'on ne laisse pas les héritiers revenir sur la décision. On a une histoire qui est citée par Rav Dimi, qui dit qu'un jour Rabbi il a fait la lacha comme Chachamim. Donc au bout de Shtout, il a annulé. Ils ont fait une erreur de plus de Shtout, ils ont annulé. Malefanav Prata beno shel Rabbi Elazar ben Prata ben beno shel Rabbi Prata Gadol. Et il y a un Chacham qui s'appelait Prata, le fils de Rabbi Elazar, qui était lui-même le petit-fils de Prata Gadol. Il a dit Mken makor bedin yafé vechezi Rabbi Tamarase. Donc Rabbi a fait la lacha comme Chachamim, et ce Prata là, il est venu, il a dit non, il faut annuler, donc il a fait la lacha comme Rabban Shimon ben Gamliel. Vous allez voir que maintenant cette histoire-là, elle va exister selon une deuxième version, mais au lieu de dire que Rabbi il a fait la lacha comme ça,
et qu'on est revenu là-dessus, on va dire que Rabbi, il a voulu faire la halakha comme ça, et que finalement on l'a arrêté avant. Et la Gemara va essayer de voir quelle est l'incidence entre les deux versions. Rav Dimi, Matneachi, Rav Safra, Matneachi. L'histoire, version Rav Safra est un peu différente. Maaseh ou Bikesh, regardez la différence, elle est là. Bikesh, il a voulu Rabbi La'asot Kivir Chachamim, comme Chachamim. Et à ce moment-là, Amar Lefanav Prata, Ben Moshe Rabbi Lazar Ben Prata, Ben Benosh Rabbi Prata Gadol. Il a dit ce Prata, fils de Rabbi Lazar, petit-fils de Prata Gadol, il a dit quoi? Imken, Makor Bedin a fait. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Sinon, le Bedin perd de sa force. L'Ora Sarabit Tamasé, finalement, il n'a pas fait comme ça la halakha. Alors, du coup, maintenant, il faut comprendre pourquoi il y a deux versions. Pourquoi, selon la première version, Rabbi il avait fait la halakha comme ça, et après, il est revenu sur sa décision. Sur la deuxième version, il n'a pas encore fait la halakha comme ça, il a simplement voulu. La Gemara va envisager pour l'instant de dire qu'en fait, la première version, c'est la version de base, que quoi? Qu'il a fait la halakha, qu'on est revenu là-dessus. Peut-être que celui qui vient donner la deuxième version, qui dit non, il n'avait pas fait la halakha, il avait voulu la faire, c'est peut-être un avis qui pense que s'il avait réellement appliqué la halakha comme ça, eh bien on ne peut plus revenir dessus. Donc la Gemara envisage de dire que les Mabéhavek comme il plaguait, peut-être que les deux versions sont dépendantes d'une marloquette. Mar Savar, Ta'abid va Mishnah Choser, Mar Savar et no Choser. Est-ce que lorsqu'on se trompe sur une Mishnah, il y a une Mishnah ici, il y a une Mishnah avec l'avis de Chachamim et l'avis de Rashbag. Donc il y a deux avis. Ta'abid va Mishnah, c'est-à-dire qu'il a pensé que la halakha était comme l'un, alors que la halakha était comme l'autre. Alors sûrement que la première version de l'histoire, celui qui pense que Rabbi il a fait la halakha comme Chachamim et que finalement Prata il lui a fait changer d'avis, c'est un avis qui pense que lorsqu'on se trompe sur le psak dans une Mishnah, qu'on pense que la halakha est comme un et pas comme l'autre, eh bien, même si on a fait déjà le psak, on revient dessus et on annule. Peut-être que la deuxième version qui dit non, Rabbi n'avait pas encore tranché, c'est parce qu'il pense que si Rabbi avait tranché, eh bien, même avec tout ce qu'il avait entendu de Prata, il n'aurait pas pu revenir dessus parce que tu as Rabbi dans Mishnah et no choser. L'agma, c'est ce que l'agma envisage. L'agma repousse dit non, lo, nechula alma ta Rabbi dans Mishnah choser. Tout le monde est d'accord que lorsqu'on se trompe sur le psak du Mishnah, on revient dessus, on annule. À ce moment-là, pourquoi selon une version, on dit qu'il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu réellement de psak? L'agma dit Omar Savar Achia Vamase. Omar Savar Achia Vamase. L'agma dit non, non, ne crois pas. La marloquette n'est pas liée à une différence de point de vue halachique. La marloquette entre les deux versions, est-ce que ça s'est passé ça? Est-ce qu'il avait fait le psak Rabbi ou est-ce qu'il n'avait pas fait le psak? C'est simplement deux versions de l'histoire. Ce qui veut dire que très souvent, on peut avoir des cas où la différence qu'il y a sur l'histoire, elle est liée à une incompatibilité liée à une halakha et une marloquette. La Gemara dit non, ici c'est complètement anodin. La version de Rav Dimi de Rav Safra est simplement liée à deux versions de l'histoire. Le détail, est-ce que Rabbi avait fait le psak ou pas, est un détail qui n'est pas lié à une marloquette. En tout cas, ce qui a l'air ici en tout cas, c'est que Rabbi et Prata ont l'air finalement d'avoir fait la halakha comme Rashbag et non pas comme Chachamim, que donc après Shtut, on pourrait tout de même ne pas annuler la vente. La Gemara nous dit à Rav Yosef, Armata des Abina, Achariyut ayatme, ou Benin des Avin, Achariyut ayatme. Lorsque la veuve vend les biens, qui sont des biens qui appartiennent finalement aux héritiers, eh bien la Achariyut, la responsabilité sur la vente, si la vente est remise en question par quelqu'un qui soit estime être le vrai propriétaire, soit parce qu'en fait il y avait une dette du père, eh bien la responsabilité, si la vente doit être annulée et que l'argent doit être rendu, la chariote, la responsabilité, elle est sur les héritiers qui sont les vrais propriétaires de ces biens. Beddin des avis, même le Beddin lorsqu'il a vendu, c'est pareil. Un Beddin qui a vendu pour les héritiers, eh bien la chariote, si la vente est annulée à cause d'une contestation, on estime que c'est aux enfants, aux héritiers, les vrais propriétaires, de gérer cela et de rembourser éventuellement l'argent. La Gemara dit pshita, mais c'est pas shoot. Pourquoi? Parce que finalement la femme et le Beddin, on a dit que ce ne sont que des shlichim, que des envoyés. Ils ne font que vendre les biens qui appartiennent aux héritiers. Donc c'est normal que dans le fond, à un moment donné, les vraies valeurs, les vraies propriétés d'argent et de biens soient liées aux vrais propriétaires. La Gemara dit non, je te dis le chidouche, c'est quoi? Almana lo yitzaychal. C'est vrai que pour la almana, la veuve, c'est évident que c'est les enfants qui ont la chayut. Kis tarichle beidina. Pour la nécessité, c'est pour le beidin. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Kol des avin me beidina, adata le mipak, les kalahu des avin, kamashmalan. On aurait pu penser que du coup, tout celui qui achète un bien qui appartient à des orphelins, mais qui est vendu par un beidin, sûrement qu'on aurait peut-être pu penser que le type qui achète, il dit voilà, bon, quand j'achète au beidin, tout le monde est au courant. Il y a un col. S'il y a un col,
Ça veut dire que le temps qu'on fasse la vente, si quelqu'un doit protester et dire que ce terrain-là est asservi à une dette, ou que ce terrain-là n'appartient pas réellement aux orphelins, ce qui n'appartenait pas réellement au père qui est défunt, et bien sûrement que quand on a vendu au Bedin, on a acheté au Bedin, et bien sûrement que la chose va se savoir que les protestataires vont venir. Donc on aurait pu penser que comme la vente était faite par le Bedin, si protestataires il y a, ils auraient dû apparaître, et donc qu'après coup, il n'y a plus de protestation possible, et que donc il n'y a pas d'achariot sur les Yetomim, Kamash Malan, qu'il y a une protestation, et que c'est aux Yetomim, aux orphelins, de l'assumer. On a dit maintenant que, selon certains, on faisait la lacha comme Rashbag, maintenant la Gemara va te poser la question. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, que la vente, même si elle dépasse une erreur de shtout, de plus ou de moins, la vente est bonne. La Gemara dit Adkama, jusqu'à combien? Est-ce qu'on peut à un moment donné estimer que si le bien est vendu par un Beddin à 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois sa valeur, est-ce qu'on peut imaginer réellement qu'à un moment donné, tout ça pour donner de la force au Beddin, on va accepter et valider une vente alors que la valeur de la vente est ridiculement, de manière ridicule, plus forte ou plus faible? Adkama, jusqu'à combien la Gemara dit? Amaravuna bar Yehuda, Amarav Shechet, on Rav Shechet, Ad Palga, jusqu'à la moitié. Alors que la définition de moitié, elle n'est pas ressemblante aux mathématiques modernes. Tanyanami Achi, la Gemara confirme avec une braïta que ce que Rav Shechet avait dit, on la retrouve dans une braïta. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Bedin Shemachu Shave Mataim Bemane. Un Bedin qui a vendu un bien qui vaut 200, qu'il a vendu 100. Donc là, effectivement, ici, l'erreur, elle est de moitié au sens moderne du terme, de 50%. La valeur est de 200, la moitié étant de 100. Il s'est trompé de 100 de moins. O Shave Bane Bemataim. Ou si c'est 100, mais qu'il a vendu 200. Donc ici, c'est 50% par rapport au prix de vente final. Mais au final, par rapport au prix de vente, au prix réel, à la valeur réelle, c'est une erreur de 100%. Puisque le bien est d'une valeur de 100, et s'il le vend 200, il le vend 100% de plus que la valeur. Donc quand on dit là jusqu'à la moitié, c'est toujours elle est relative, elle n'est pas toujours égale. Donc ce qu'on a l'air de voir ici, c'est qu'ils peuvent se tromper jusqu'à 50% de moins, et ils peuvent se tromper jusqu'à 100% de plus. Mais comme par rapport à la somme la plus élevée qui est 200 ici ou un autre exemple, mais par rapport à la somme la plus élevée, c'est toujours finalement 50% d'erreur. Donc du coup, c'est ça la limite pour Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Ameima, Mishmeda Rav Yosef, maintenant Ameima a dit au nom de Rav Yosef. Bedin Shemacho Belo Achaza, Na'asu Kimi Sheta'u Bidvar Mishnah. Mechozrim. Nous dit ici Ameima, au nom de Rav Yosef, donc c'est un Amora, c'est pas un Tana, nous dit que le Bedin qui a vendu les biens des héritiers, donc les héritiers aussi pareil, ils ont hérité, et le Bedin vend pour payer des dettes éventuellement, ou pour les nourrir, ainsi de suite. Et s'ils ont vendu qu'ils n'ont pas fait de Achaza, donc ils n'ont pas fait connaître de manière publique la volonté de vendre, eh bien la vente elle est annulée. Ça c'est ce que dit Rav Yosef. La Gemara va vouloir objecter en disant mais c'est pas shoot. Pourquoi Rav Yosef qui est un Amora vient me dire ce qui est marqué dans une Mishnah? Pourquoi tu dis Narasu? Narasu c'est on les considère comme si on s'était trompé sur la Mishnah. Comme. Il dit bah, c'est quoi Narasu? Vadaï Tao, c'est une erreur. Dites Nan, c'est marqué Shum Ayetomim, c'est une Mishnah dans Erechim qui dit quoi? Que lorsque l'on a des héritiers, eh bien, il faut faire une estimation. Shloshim Yom. Et on laisse 30 jours pour faire connaître les biens et pour justement faire l'estimation. C'est-à-dire qu'on laisse une sorte de vente aux enchères ouverte. On dit voilà, on va vendre les biens de monsieur Intel qui est défunt, qui appartiennent aujourd'hui à ses héritiers. Et on laisse 30 jours pour trouver l'estimation. Mais Shum Ekdesh pour le Ekdesh, Shishim Yom c'est 60 jours. Ou Machezim Baboker ou Erev. Et dans ces cas-là, matin et soir, on fait une annonce. Donc matin et soir, pendant 30 jours pour les orphelins, pendant 60 jours pour le Ekdesh, on annonce, voilà, nous allons vendre les biens de la famille Intel. Le soir, on recommence pendant 30 jours. Donc on voit bien qu'on a l'obligation de rendre publique la volonté de vendre. Et donc du coup, c'est pas shoot. Ce que dit Rav Yosef, c'est dans une Mishnah qu'il faut estimer. Et que pour estimer, il faut faire une annonce pendant 30 jours, matin et soir. Donc quel est le chidouche de Rav Yosef qui nous dit, tu sais quoi, s'ils n'ont pas estimé, c'est comme s'il y avait une erreur. Pas shoot, ça fait partie du processus pour estimer. La Gemara dit non, Imahi, Ava Amina Nemile, Shaliach, Aval Bedin, Lo, Kamash Mala. Non, cette Mishnah-là, qui dit qu'on estime les biens des orphelins pendant 30 jours, eh bien on aurait pu penser que c'est que pour un Shaliach. Et on aurait pu penser que pour le Bedin, on n'a pas besoin de faire une annonce publique pendant 30 jours. Kamash Malan,
Rav Yosef, il vient pas nous donner un chidouche, nous dire que ce qui a marqué dans la Mishnah, qu'on fait une estimation pour rentrer en jour matin et soir, c'est valable à la fois pour le shaliach et à la fois pour le bedin. Et tivé, on objecte. Ravashi la mémar, Ravashi objecte à la mémar. Shuma dayanim shepichatu shtut, o tiru shtut, michan batel. Hashave b'shave michan kayam. On a maintenant une braïta. Braïta qui dit quoi? Que les dayanim qui se sont trompés de shtut. Les dayanim se sont trompés, ils ont vendu un bien pour plus de 1/6 ou moins de 1/6 de la valeur comme erreur. Eh bien, la vente est annulée. Ce qui sous-entend que par contre, s'ils ont vendu à une valeur réelle, la vente elle est bonne. Donc un bedin qui a vendu un bien qui vaut 100, qui l'a vendu 100, évidemment que la vente elle est bonne. La Gemara dit de quel cas parle-t-on là-bas? De quel cas parle-t-on? Maïlav de l'Oachrouz, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il n'y a pas eu d'annonce? Et s'il n'y a pas eu d'annonce, ça contredit ce que vient de dire Amemar au nom de Rav Yosef. Vous allez voir que dans la Mishnah, on a a priori l'obligation de dire que c'est un cas où il n'y a pas eu d'annonce officielle. Il n'y a pas eu d'annonce officielle et la seule raison qui pourrait annuler la vente, c'est lorsqu'il y a une erreur de shtut. Dès qu'il n'y a pas erreur de shtut et qu'on la vend à une valeur normale, eh bien, ça a l'air d'être bon même s'il n'y a pas d'achaza. La Gemara dit, mais qui te dit qu'il n'y a pas eu de publication? L'obédé achouz. Elle avait dit, non, tu sais pourquoi j'ai dit ça? Regarde la fin de la Mishnah. Hamide sefa bédé achouz, averecha bédé achouz, puisque la fin de la Mishnah vient nous introduire un nouveau cas qui est un cas justement où il y a une publication. C'est quoi, rappelez-vous, dans la Mishnah? Ce que j'ai dit Braïta, mais c'est la Mishnah des Katane Sefa, im asu igeret bikoret. Si ils ont fait une lettre, et en fait on avait dit que igeret bikoret, une lettre de vérification, de recherche, en fait ici c'est plutôt une publication. S'ils ont rendu public, on avait dit, même selon Chachamim, on peut se tromper jusqu'à la moitié, c'est pas grave si on dépasse 1/6 d'erreur. Donc on voit que le seul cas de la Mishnah qui parle de la chaza d'une publication, c'est la fin. Au début de la Mishnah, on parle qu'il n'y a pas eu de publication. Et l'erreur qui est tolérée, c'est moins de 1/6 pour Chachamim, plus pour Rashbag. Et après viennent Chachamim. Il dit, tu sais, ce qu'on a dit qu'à partir de 1/6 d'erreur, on annule tout, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de publication. S'il y a Igeret Bikoret, s'il y a une publication, jusqu'à plus de 1/6. Pas shoot, clair que le début de la Mishnah parle d'un cas où il n'y a pas de publication. Or, il n'y a pas de publication, et la seule erreur qui annule la vente, c'est 1/6, je crois que moins de 1/6, ou en tout cas valeur égale, c'est bon même s'il n'y a pas de chaza. Donc comment Amemar peut dire au nom de Rav Yosef que s'il n'y a pas de publication, même si la vente elle est à une valeur qui est réelle, eh bien on annule? La Gemara dit tu as raison. Et là, alors là, Mbedelo Achouz, Velo Kasha, Kam Bidvarim. Alors voilà, effectivement tu as raison. Donc ce qui veut dire ici qu'on a Rav Yosef qui dit que s'il n'y a pas d'estimation, s'il n'y a pas mechila de publication de la volonté de vendre, la vente est annulée. D'un côté, on a une Mishnah qui, chez nous, a l'air de dire que ce qui est rédhibitoire, c'est une erreur de 1/6, et qui a l'air de parler d'un cas où il n'y a pas de publication. Donc, comme si, dans certains cas, il n'y avait pas besoin de publication. Donc, la Mishnah a l'air d'envisager des cas de vente qui sont bonnes, tant qu'il n'y a pas d'erreur, même s'il n'y a pas de publication. Et le côté, à même au nom de Rav Yosef, qui dit que s'il n'y a pas de publication, c'est comme si l'erreur avait dépassé 1/6, et du coup, c'est annulé. Marc Loquet, comment on fait pour comprendre une contradiction ici entre Rav Yosef et une Mishnah Mishnah Arucha, Mishnah claire. Et ici, on va voir 3 types de tirotim pour expliquer pourquoi dans certains cas il faut estimer, d'autres cas il ne faut pas estimer. Première réponse. Kan bidvarim she machizim alehem, kan bidvarim she en machizim alehem. Il y a des biens qui nécessitent une publication, d'autres qui n'en nécessitent pas. Quels sont ceux qui ne nécessitent pas? Velo en dvarim she en machizim alehem, ha'avadim, vamitaltelim, ashtarot. Les esclaves, les serviteurs plutôt, les biens mobiliers et les documents. Pourquoi? Avadim ta'amamai, pourquoi les serviteurs? Shema ishmeo veivrechu, parce que s'ils entendent qu'ils vont être vendus et qu'ils vont changer de maître, ils risquent de s'enfuir. Parce que ce ne sont pas des biens statiques. Bitaltelim ou shtarot, et les biens mobiliers, par contre statiques, et les shtarot et les documents, c'est quoi le problème? Shema ignavu, parce qu'ils peuvent être volés facilement, c'est des choses qui peuvent être emportées. On a peur que si on annonce que monsieur Untel, dans 30 jours, va vendre des rivières de diamants, des bijoux, et des documents, les documents valent des valeurs de biens immobiliers de plusieurs centaines de milliers d'euros, on a peur que ça donne des idées à quelqu'un de venir un jour dans la nuit cambrioler la maison. C'est pour ça que quand on a dit dans la Mishnah qu'il n'y avait pas besoin d'estimation, on parlait de ces 3 choses-là, parce que Rav Yosef disait qu'il fallait estimer, c'était dans les autres biens. Il va être si tu veux dire autre chose, une manière de comprendre pourquoi des fois il faut, des fois il ne faut pas. Kan besha shema chizim, kan besha shen machizim, ça dépend du moment. Donc ça peut dépendre du type de bien. Ici, ça peut dépendre du moment.
Pourquoi? Il y a des moments il y a des moments dans la vie où on ne peut pas faire de dachada. C'est quoi? La vraie Nardea, ce qu'on dit dans la ville de Nardea, les Kharga, l'Imzone, Vélikvon, on l'avait vu il y a quelques semaines dans le DAF, lorsque on doit prendre les biens des orphelins pour payer des impôts qu'ils doivent payer, pour les nourrir, ou pour enterrer le père, donc il y a 3 urgences ici, soit l'urgence de les nourrir, de payer des impôts ou d'enterrer le père. Dans ces cas-là, mes avdinan, belo achazata, on vend sans faire de publication, parce qu'on n'a pas le temps de publier pendant 30 jours. Il faut enterrer le père rapidement, il faut payer les impôts rapidement, il faut nourrir les orphelins pendant 30 jours. Donc quand est-ce que dans la Mishnah on a parlé d'un cas où il n'y avait pas de publication? C'est peut-être un moment où c'était pas possible. Par exemple, pour payer les impôts ou l'enterrement du père. Quand est-ce qu'on parle d'une estimation obligatoire? C'est quand on vend pour quelque chose qui est loin dans le temps. Veiba était ma troisième possibilité. Kalbe makom chez Machizim, ça dépend du minag, des endroits où on publiait, d'autres on ne publiait pas. Confirmation de Rav Nachman, Amar Rav Nachman qui est très présent dans ce das, ça fait la 5e, ou 6e Malcha Bishmo. Alors là, l'Orasui Geret Bikoret Benardea, jamais dans la ville de Nardea qui était la ville de Rav Nachman, jamais on a fait une estimation publique pour la vente des héritiers. Savon miné, Mishum Debeki Beshuma. Nous, on pensait au départ qu'à Nardea, pourquoi Rav Nachman a dit qu'on estimait, on ne faisait pas de publication? C'est parce que peut-être que les gens là-bas étaient très connaisseurs dans la valeur, et du coup, que ce soit les Dayanim, que ce soit le Chaliar, que ce soit n'importe qui, on n'a pas peur qu'il y ait une erreur. Et que peut-être que dans les autres villes où on demande qu'il y ait une publication, c'est pour permettre de faire en sorte que la vente publique pourra permettre d'éliminer les éventuelles erreurs d'estimation, puisque tout le monde va se mettre à donner son avis sur la valeur. L'Agma dit non. Maléo Rav Yosef, Bar Minyomi, il a dit la réponse non. Il a dit Mifarchalé Midé Rav Nachman. Moi, on m'a expliqué Rav Nachman ce qu'il a dit. Tu sais pourquoi à Nardea, on avait l'habitude de ne pas faire des ventes publiques? Pourquoi on les a en privé? Regardez. Parce qu'à l'époque, dans cette ville-là, lorsque les gens achetaient des biens qui étaient vendus, plus ou moins aux enchères, en tout cas en vente publique, pour des orphelins, les gens avaient tendance à mépriser les gens qui profitaient. Ils disaient en gros, tu profites du cas où les orphelins sont trop jeunes pour vendre, un peu comme des fois les ventes aux enchères qui sont faites par des gens qui ont des saisies exactement. C'est un peu mal vu des fois, on a l'impression que les personnes profitent du malheur des autres. C'était mal vu que les gens aillent profiter d'une vente faite lorsque quelqu'un est mort jeune avec des enfants jeunes et donc, du coup on vend les biens des héritiers. C'était mal vu d'acheter ce genre de biens et donc pour éviter que les gens aient honte et n'achètent pas, eh bien à Nardea on a fait une takana qu'on ne vend pas de manière publique. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel mitaltelim sheyeh tomim shemiotam umochim otam le'atar. Donc Rav Yehuda au nom de Shmuel dit que les biens des héritiers on les vend tout de suite. Après Amar Avimi au nom de Rav Avimi il a dit mochim otam le'shvakim, on le vend au marché. Alors l'agma va dire que c'est pas une marloquette. Et l'autre plié hadim karev shuka hadim echak. Shuka ça dépend de la distance qu'il y a entre l'endroit où il y a les biens et l'endroit où il y a le marché. Mais le marché c'est une manière d'avoir le plus de clients possible, donc d'être sûr d'avoir une valeur qui correspond à ce que ça vaut. Rapkana avabide shechad aramesharsha bachil kayatma shayer adrigla amar afalga de nafalbe itzasta maitezuza harifa. Un jour Rapkana il avait de l'alcool qui appartenait à des héritiers et il a préféré attendre la fête, le régel, pour la vendre. Donc il a attendu un peu, même si la boisson avait perdu un tout petit peu de sa qualité. Il a dit je préfère attendre le régel. Il y a tellement de gens qui vont venir pour la fête que j'aurai plus de clients et je risque au moins d'être sûr d'avoir de l'argent tout de suite plutôt que de vendre maintenant un bien de meilleure qualité mais de ne pas être sûr d'avoir des clients. Ravina maintenant, avabide chamra de Ravina zuti yatma barahte avalelidide nami hamra. Ravina, il avait du vin qui appartenait à son neveu qui s'appelait Ravina et il avait aussi du vin qui lui appartenait. Il a voulu voyager avec Avakamasikle, les Sikha, il a voulu voyager avec ses tonneaux de vin pour les vendre. Mais lorsqu'on voyage avec des tonneaux de vin, il y a des chances que le vin s'abîme. Et donc il a demandé s'il avait le droit de prendre les biens de son jeune neveu qui était orphelin et de prendre le risque sur ces tonneaux. Est-ce que je peux les prendre? C'est comme le tien. Si toi tu prends le risque pour tes tonneaux de vin, tu peux le faire pour les autres très très rapidement. On va résumer ce qu'on a vu dans le DAF aujourd'hui. On avait vu que la femme, lorsqu'elle se trompe en estimant les biens de son mari défunt, eh bien on ne tolère aucune erreur. On a vu que les Dayanim, Marloquet, qu'on tolère jusqu'à un sixième, ou selon Rashbag, on tolère jusqu'à la moitié, ce qui est la moitié encore une fois est toujours relatif, ce qui veut dire que c'est la moitié s'il se trompe vers le bas, et 100% s'il se trompe
vers le haut. Et on a vu que le chaliar, lorsqu'il vend à la place du mari, eh bien le chaliar a le même statut que la femme, c'est-à-dire qu'on ne tolère aucune erreur. Et dans le cas par contre de la trouma, on tolère une erreur parce qu'on estime que les gens peuvent être généreux, pas généreux, entre un 40e, un 50e et un 60e. On a vu que finalement il n'y avait pas tellement de marloquettes sur le principe, est-ce que lorsque quelqu'un se trompe sur une Mishnah, il y a deux avis dans une Mishnah de Tanaïm et qu'il est posé comme le mauvais Tana, eh bien on n'a aucune crainte à revenir sur la décision. Et on voit que la halakha a l'air d'être comme Rashbag au final. On a vu aussi que lorsque le Bedin vend, même si le Bedin lorsqu'il vend c'est public et qu'a priori ceux qui veulent protester auraient pu le faire tout de suite, eh bien on estime tout de même que les gens peuvent protester après, qu'à ce moment-là, lorsque Bedin a vendu pour les Yetomim, eh bien si quelqu'un vient et remet en cause la vente, c'est au Yetomim de payer éventuellement l'argent qui a été sorti par l'acheteur. On a vu aussi que la chaza, voilà, on avait même Aaron Ravissé qui disait qu'il fallait absolument publier lorsque le Bedin vendait. On avait vu que dans notre Mishnah, il ressortait que c'était un cas où on n'avait pas vendu. On a dit trois possibilités pour comprendre pourquoi des fois on doit faire, pourquoi on ne doit pas faire. Ça peut dépendre des biens, ça peut dépendre du moment, ça peut dépendre de l'endroit. Il y a certains biens qui demandent une publication, d'autres non, comme les serviteurs, les documents et les biens mobiliers. Il y a des moments où on ne peut pas publier lorsqu'on est dans l'urgence pour payer un impôt, pour nourrir les héritiers ou pour enterrer le père. Et il y a des endroits, comme l'Ardea, on n'avait pas l'habitude de faire une publication. On avait dit que l'Ardea, on ne le faisait pas, parce qu'à l'époque, les gens dénigraient ceux qui profitaient des ventes qui étaient faites, des biens d'un défunt. Et on a vu qu'après, on vend les biens des héritiers dans la meilleure situation. Si on peut le faire dans un marché et avoir le plus de clients, on le fait. Et on voit même que si on peut attendre la fête, même si le bien peut perdre un tout petit peu de sa qualité, on attend parce qu'on préfère avoir le plus de clients pour être sûr de vendre le bien à sa valeur.